Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, nous nous intéressons au secteur minier en 2021. Le dit secteur a généré un revenu d'environ 20 millions de francs CFA, ce qui représente un résultat relativement faible par rapport aux réformes mises en place par le gouvernement. Les précisions dans un instant. Et puis nous parlerons politique. La diplomatie togolaise dresse un bilan avec une politique extérieure axée sur la paix et la sécurité. Le pays est investi dans son rôle d'acteur de paix, on y revient. Et à l'international, après environ 5 mois de sanctions appliquées en réponse au coup d'État au Niger, le Bénin lève la suspension des importations de marchandises transitant par le port de Cotonou en direction du Niger. L'annonce a été faite par le directeur général du port du Bénin dans un communiqué, on y revient. Et au Libéria, à 130 km au nord-est de la capitale Monrovia, a eu lieu une explosion de camions-citernes, faisant au moins 40 morts selon les autorités sanitaires libériennes et des dizaines de blessés. Les détails dans un instant. Voici donc tout pour les titres. Place au développement. Bienvenue à tous. La diplomatie togolaise est à l'heure du bilan. Avec une politique extérieure axée sur la paix et la sécurité, le Togo est intervenu dans plusieurs conflits pour réconcilier des camps opposés. Les grandes rencontres ont aussi meublé l'agenda des activités en 2023. Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, a passé en revue les différentes orientations données aux affaires étrangères avec les pays d'Afrique et d'ailleurs. Selon lui, l'éternel combat du Togo est de renforcer la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. La médiation réussie dans la crise ivoiro-malienne en est un exemple. Le pays a aussi été choisi par ses voisins à faciliter les crises qu'il traverse. Ainsi, que ce soit le Burkina Faso, le Soudan ou récemment le Niger, la médiation togolaise a été prisée. En 2023, le Togo s'est fait une place de choix dans les grandes rencontres internationales. En janvier 2023, le Togo a participé au forum de Rabat sur la réduction des coûts de transfert de fonds de la diaspora africaine. Il est arrivé au cours de ce même mois à avoir un accord d'exemption de visa avec la Serbie. En mai, le Togo a participé à la première conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine et a rejoint la coalition mondiale contre le Daesh. Au BRICS, le Togo a été aussi représenté pour explorer d'autres opportunités coopératives. Le discours panafricaniste du Togo à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre n'est pas passé inaperçu. Je cite: « En 2023, le Togo a renforcé son engagement pour la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde et a œuvré pour l'avènement d'une Afrique émancipée, capable de régler ses propres problèmes et qui participe à la gouvernance mondiale. » Fin de citation. C'est en ces mots que le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a récapitulé la diplomatie togolaise en 2023. Au Togo, une révolution fiscale est en cours. Le pays diminue de près de moitié la taxe sur les frais de mobile money à partir du 1er janvier 2024. Plus de précisions avec Gloire Lodonou et Kofi Kliké. Le Parlement a adopté une loi de finances pour 2024 qui modifie la taxation des transactions de monnaie électronique via la téléphonie mobile. Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, ces transactions seront uniquement soumises à la taxe sur les activités financières TAF, mettant fin à l'application partielle de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Cette réforme vise donc à simplifier la gestion fiscale de ces activités, actuellement complexes en raison de l'application de 2 taxes différentes. Les consommateurs pourraient bénéficier d'une réduction des coûts, favorisant ainsi l'inclusion financière. Les services de paiement mobile comme T-Money et Flouz, actuellement soumis à une TVA de 18%, seront désormais assujettis à la taxe sur les activités financières TAF de 10%. Par ailleurs, la réforme pourrait également profiter aux nouveaux acteurs de l'émission de monnaie électronique comme les entreprises de FinTech. Au Togo, l'utilisation de la monnaie mobile est en pleine croissance avec 3 fois plus d'adultes utilisant des comptes mobiles pour leurs transactions financières que de comptes bancaires. Cependant, certains acteurs redoutent une augmentation future du taux de la taxe sur activité financière, actuellement l'un des plus bas de l'UEMOA. En
2021, le secteur minier du Togo a généré environ 20 milliards de francs CFA en revenus, marquant une contribution relativement faible malgré les réformes gouvernementales visant à doubler son impact sur la richesse nationale. Plus de détails avec Bernard Canvi. Le Togo vient de publier le rapport de ses activités extractives pour le compte de l'année 2021 dans le cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Précisément, les revenus du secteur extractif ont augmenté de 2,31 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 13%, passant de 17,53 milliards de francs CFA en 2020 à 19,84 milliards de francs CFA en 2021. Selon le rapport, l'exploitation minière à grande échelle a été le principal contributeur à concurrence de 85% du total des revenus dans le secteur extractif, comme celles menées par les sociétés Scan Togo et SNPT, dont les paiements sont respectivement passés de 10,31 milliards de francs CFA à 11,16 milliards et de 2,25 milliards de francs CFA à 3,36 milliards. Notons également que les revenus perçus par le commissariat des impôts et le commissariat des douanes et droits indirects représentent respectivement 45% et 29% du total des flux de revenus générés par le secteur. Pour rappel, le secteur minier au Togo est caractérisé par l'abondance et la variété des ressources. L'on distingue à cet effet le phosphate comme principal minerai exploité, ainsi que le calcaire, l'argile, la dolomite cristalline, entre autres. Toutefois, la contribution au PIB reste toujours faible, environ 3,7%. La page internationale à présent, en réponse au coup d'État du 26 juillet dernier, au Niger, bon nombre de sanctions ont été édictées par la CEDEAO. Au rang de ces sanctions, on a la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, ce qui a engendré d'importantes répercussions économiques et sociales pour les deux pays. Une semaine après que le président béninois ait déclaré vouloir rétablir rapidement des relations de son pays avec son voisin sahélien, le Bénin annonce la levée de la suspension des importations de marchandises transitant par le port de Cotonou en direction du Niger. Reportage. À la frontière entre le Bénin et le Niger, ces marchandises vont pouvoir désormais transiter après environ 5 mois de galère. Mercredi, le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger. Décision qui intervient près d'une semaine après la déclaration du président Patrice Talon de vouloir rétablir rapidement les relations de son pays avec son voisin sahélien. En réaction à un coup d'État survenu le 26 juillet à Niamey, le Bénin avait appliqué des sanctions décidées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont la fermeture de sa frontière avec le Niger, qui avait également fait pareil avec le Bénin. Les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont de lourdes conséquences économiques pour le Bénin. Ce pays enregistre notamment une baisse de ses revenus portuaires. Comme on vous le disait hier, le centre du Nigeria a été le théâtre d'attaques perpétrées par des groupes armés entre samedi et lundi dernier. En réaction à ces événements, le vice-président nigérian a visité les déplacés et s'est entretenu avec les rescapés. Le vice-président du Nigeria a rendu visite aux déplacés de l'État du Plateau suite à la série d'attaques meurtrières de samedi à lundi dernier. Avec des mots de réconfort, il s'est adressé aux rescapés de la barbarie. Lorsqu'une communauté saigne, c'est toute la nation qui souffre. La douleur que nous ressentons désormais transcende l'origine ethnique, religieuse, géographique ou politique. Il témoigne de notre humanité commune et non de nos différences. Au moins 140 personnes ont été tuées par des hommes armés qui ont attaqué des villages isolés pendant 2 jours dans le centre-nord du Nigeria. Ce que nous avons vu ces derniers jours est une tragédie aux proportions énormes.
Je ne peux pas imaginer l'inhumanité qui s'est manifestée lorsqu'un être humain peut voir un enfant sans défense et tirer avec une arme à feu. C'est méchant et je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas comprendre ça. L'armée nigériane est en ratissage dans la zone à la recherche de suspects et le président Bola Tinubu a promis des solutions à la situation de ces communautés touchées. Cette semaine, une tragédie a frappé une ville près de Monrovia au Libéria avec l'explosion d'un camion citerne. Au moins 40 personnes ont perdu la vie et une dizaine d'autres ont été blessées. Les autorités travaillent toujours à établir un bilan précis de cette catastrophe. Reportage. Au moins 15 personnes ont été tuées et 30 blessées dans l'explosion d'un camion citerne qui s'est renversé dans le centre du Libéria. L'information donnée mardi par la police locale indique que le camion transportait du carburant. C'était dans la localité de Totota, dans le comté de Bong. Les victimes sont essentiellement des riverains qui s'étaient afflués sur le lieu de l'accident, selon les autorités. Une autre source policière affirme qu'après l'accident, certains habitants avaient commencé à absorber le gaz qui s'échappait lorsque le camion citerne a explosé, faisant des blessés et des morts. Et le bilan reste encore provisoire. Les services de santé indiquent 36 personnes, femmes enceintes et enfants, dans des états graves. Au Soudan, la ville de Port-Soudan est confrontée à une épidémie de choléra. Épidémie aggravée par plusieurs facteurs, notamment le manque de fournitures médicales et de médicaments, le manque d'hygiène ainsi que des conflits armés dans le pays. Les détails. La ville de Port-Soudan, sur la côte soudanaise de la mer Rouge, est confrontée à une épidémie de choléra, exacerbée par le manque de fournitures médicales et des médicaments. Dans ce dortoir universitaire qui accueillait les étudiants, près de 1000 personnes y ont trouvé refuge. Parmi les déplacés, Julie Adam qui a perdu l'une de ses filles il y a un mois de choléra. Mes enfants ont été infectés, mes 2 filles. Je les ai amenées à l'hôpital. L'une d'entre elles s'est rétablie, mais l'autre n'a pas été sauvée. Sa maladie était plus grave, c'était le choléra. Et elle est morte il y a un mois. De nombreuses familles partagent les locaux, mais selon Julia qui a quitté Khartoum, la propreté dans ces dortoirs laisse à désirer. Nous avons vraiment peur et nous travaillons sur la propreté, mais tout le monde n'est pas très enthousiaste. Il y a beaucoup de saleté derrière la maison. Je peux nettoyer devant chez moi et m'assurer que mes enfants se baignent, mais comme vous pouvez le constater, les mouches ne disparaîtront pas tant que l'endroit ne sera pas propre. Le docteur Hamlal Abdullah, directrice générale du secteur sanitaire de la province de la mer Rouge au ministère de la Santé, indique que 2237 cas de choléra ont été recensés jusqu'à présent, principalement dans le district de Sawakin. Elle déplore un approvisionnement insuffisant de médicaments pour traiter les malades. Actuellement, 70% du système de santé soudanais est hors service en raison de la guerre et de la destruction des installations de soins de santé. Nous sommes confrontés à une tâche et un défi considérable pour fournir des services à l'ensemble du Soudan. Aujourd'hui, tout le Soudan se trouve à Port-Soudan. C'est un grand défi. Les délais de prestation de services sont limités et ne conviennent pas à ces personnes déplacées. Et il y a une pénurie de médicaments. Nous avons beaucoup de mal à traiter toutes les personnes atteintes et les cas de diarrhée sévère. Les défis sont nombreux. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous espérons que les organisations internationales nous aideront davantage afin que nous puissions nous attaquer à ces infections et les contrôler. La guerre au Soudan a commencé à la mi-avril après des mois de tension entre le chef militaire, le général Abdel Fattah Burhan, et le commandant des forces de sécurité soudanaises, le général Mohamed Hamdan Dagalo. Au Burundi, à Bujumbura, des pluies diluviennes ont causé des inondations, confinant certains résidents chez eux. Ces inondations sont un facteur de risque majeur pour la propagation des maladies hydriques comme le choléra en raison de la contamination de l'eau. Reportage.
Contre un peu d'argent, cet homme et sa moto ne se mouilleront pas les pieds. De l'eau jusqu'au mollet, c'est pourtant le cauchemar dans lequel se sont réveillés les habitants de Buterere à Bujumbura mercredi matin. L'eau a commencé à monter à 1h du matin. Depuis, on est coincé. On n'a nulle part où aller. On attend. Nous demandons à l'État de canaliser la rivière Kinyankongé. C'est elle qui déborde et détruit nos maisons. Des pluies diluviennes dans la nuit de mardi à mercredi ont fait sortir la rivière Kinyankongé de son lit. Des rues entières dans le nord-ouest de la capitale économique se sont retrouvées sous les eaux. Des habitants seraient toujours coincés chez eux. Des zones où le courant de l'eau trop fort n'a pas permis à nos journalistes de se rendre. Dans ce quartier à majorité pauvre, les toilettes sont bien souvent de simples fosses creusées à l'extérieur de la maison. Cet habitant inondé craint l'apparition de maladies hydriques comme le choléra. Ça fait peur. Les toilettes débordent, il y a des asticots dans l'eau. Qu'on nous aide avec des médicaments, c'est vraiment catastrophique. Buterere est l'un des quartiers de Bujumbura les plus concernés par les maladies liées à l'accès à l'eau et à l'assainissement, selon l'UNICEF. Le changement climatique et une grande quantité de pluie tombée dans un laps de temps exceptionnellement court expliquent en partie la gravité de la situation, selon ce professeur et environnementaliste, tout comme les politiques publiques. Des canalisations qui sont vieilles, où il y en a, même d'autres quartiers, il n'y a même pas de canalisation. Et les constructions, nos constructions qui ne respectent pas les normes de construction. En mai 2023, plus de 10 000 Burundais étaient déplacés suite à des inondations tombées en partie sur Bujumbura et causées par des fortes pluies, selon l'Organisation internationale des migrations. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.